Nouveaux usages et nouveaux seuils. Merci Nathalie, notre binôme préféré, Nathalie Chang, directrice associée du bureau d'études Tribu Énergie, et Antoine Caron, sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction à la DHUP. Vous pouvez les applaudir. Merci pour tout. Très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Donc bonjour à tous. Donc moi, comme j'ai été présenté, je dépends donc du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et avec ma collègue, avec mon acolyte, nous allons vous présenter un point d'étape et de décryptage sur la RE 2020, sur la réglementation environnementale 2020. Donc on a 3 sujets dont on veut vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, un point d'étape sur la RE 2020. On est à 2 ans d'entrée en vigueur de la RE 2020. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ah. Un petit problème de micro, surtout avec les portes ouvertes, je pense. Ouais. Et puis on a une espèce de larcène. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Alors. Bah, vas-y, prends peut-être leur... Ah, c'est bon là, j'ai l'impression. Si, ça a l'air d'aller. Parfait. Alors. Donc, on a 3 sujets dont on veut vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, faire un point d'étape sur la RE 2020 qui est entrée en vigueur il y a un peu plus de 2 ans pour les bâtiments d'habitation. Ensuite, vous dire où est-ce qu'on en est des travaux sur ce qu'on appelle le tertiaire spécifique. Donc, il y a encore un certain nombre de bâtiments qui sont soumis à la RT 2012 de bâtiments tertiaires. Donc, où est-ce qu'on en est des travaux sur la mise en place de la RE 2020 pour ces bâtiments. Et ensuite, et enfin, les travaux qu'on est en train de mener sur le moyen long terme. Donc déjà, vous dire que la RE 2020 se place dans un cadre réglementaire plus large. S'agissant de la performance énergétique des bâtiments, il y a 3 grandes réglementations aujourd'hui. Il y a la RE 2020 pour les bâtiments neufs, que ce soit des bâtiments à des fins d'habitation ou des bâtiments tertiaires. Éco-énergie tertiaire pour l'ensemble des bâtiments tertiaires, y compris donc les bâtiments existants, qui vise à réduire les consommations d'énergie de ces bâtiments. Et puis le diagnostic de performance énergétique pour notamment les logements existants, auxquels est adossé un certain nombre de mesures, notamment législatives, associées à ce qu'on appelle la décence énergétique, avec des interdictions locatives qui arrivent. Et autour de ça, il y a un environnement réglementaire. Notamment, il y a eu des textes qui ont été pris sur la sobriété énergétique depuis 1 an et demi, notamment sur le décret qui prévoit la mise en place de thermostats et de calorifugage dans les habitations et les bâtiments de manière générale, et puis le décret qu'on appelle BACS sur la mise en place des systèmes de gestion technique des bâtiments. Également, il y a 1 an à peu près, une loi sur l'accélération pour les énergies renouvelables qui comporte des mesures pour les bâtiments avec l'accélération, donc notamment l'utilisation d'énergie renouvelable dans les bâtiments. Et puis ma prime rénov', mais je n'y reviens pas aujourd'hui. Et je pense que c'est important aussi, Antoine, c'est effectivement de bien souligner que le éco-énergie tertiaire, il est valable aussi pour les bâtiments neufs. Tout à fait. En plus de la RE 2020, on a un petit binôme respect de la RE 2020 et respect de l'éco-énergie tertiaire. Et pour les logements, et on a également le DPE, même pour les bâtiments neufs. Donc on est vraiment sur un environnement réglementaire qui s'applique aussi bien sur tout le panel des bâtiments neufs. Et peut-être aussi dire que le label bâtiment basse consommation, on l'a revu en fin d'année dernière. Donc ça, c'est un label volontaire, hein, c'est un label, mais en même temps un label qui est bien connu du secteur. Et donc on l'a revu, on l'a mis quelque part au goût du jour. On a pris en compte le carbone également dans ce label. Et donc Nathalie, je te passe la parole. Alors, dans la RE 2020, je pense que vous l'avez toutes et tous expérimenté. Il y a 4 grandes familles de textes. Une famille sur les différentes exigences, avec notamment les exigences qui sont indiquées dans les différents décrets. Une famille sur les méthodes de calcul, donc une autre sur les données environnementales et la 3e sur les attestations. Sur ces nouveautés, je pense qu'on peut peut-être souligner, comme il y a beaucoup d'industriels qui exposent aujourd'hui à Energy Meeting, qu'il y a eu des changements sur le titre 5, sur le sujet du titre 5, donc pour prendre en compte les systèmes innovants, où désormais il y a toujours donc 3 familles de titre 5, réseau de chaleur, opération et système, et pour lesquels les industriels devront, ou les exploitants de réseaux de chaleur devront faire des demandes auprès du secrétariat technique du CSTB afin de pouvoir valoriser les performances de leurs installations.
Alors, concernant l'aide d'application, là, j'ai besoin aussi un petit peu d'aide, Antoine, puisque effectivement, je pense que tout le monde a bien intégré le sujet, et bien notamment de l'application au 1er janvier 2022 pour le résidentiel, à partir du 1er juillet 2022 pour tout ce qui était bureau, enseignement primaire et secondaire. On a eu une autre étape, effectivement, sur les petites extensions en janvier 2023. Et puis une autre en juillet 2023, donc pour les constructions temporaires. Et là, maintenant, la question que je pense beaucoup de personnes se posent dans la salle, quid des autres secteurs qui ne sont pas aujourd'hui pris en compte dans la RE 2020? Tout à fait, donc on va effectivement y revenir un peu plus tard, mais donc effectivement, il y a un certain nombre de bâtiments tertiaires. En gros, tous les bâtiments tertiaires qui ne sont pas des bureaux, des bâtiments d'enseignement primaire et secondaire sur lesquels on est en train de travailler collectivement. Il y a un certain nombre de réunions de concertation. Et là, notre ambition, ce qu'on envisage en tout cas, c'est de publier les premiers textes pour ces catégories de bâtiments tertiaires à l'été de l'année 2024 pour une entrée en vigueur en début d'année prochaine. Mais on y reviendra effectivement. Donc c'est imminent, mais avec effectivement cette difficulté qu'on vit aujourd'hui au quotidien pour les bâtiments mixtes, notamment d'avoir deux réglementations qui s'appliquent. Voilà, et donc 2025, 28, 31, vous savez, il y a des exigences qui sont renforcées progressivement, notamment s'agissant de l'analyse en cycle de vie, s'agissant de l'indicateur d'impact sur, de l'énergie, de l'impact carbone en termes d'énergie dans les bâtiments, le IC Énergie pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on a des exigences sur lesquelles on va revenir. Donc un premier retour d'expérience sur la RE 2020. On est en train de finaliser la mise en place d'un observatoire de la RE 2020, dont on assure côté DHUP, Direction Habitat, Urbanisme Paysage, la maîtrise d'ouvrage, et donc dont le CSTB assure la maîtrise d'œuvre, avec des objectifs qui sont à la fois le bon suivi de la politique publique, le fait qu'on puisse vérifier qu'elle est bien mise en œuvre, et puis également l'accompagnement et la montée en puissance des acteurs. On a mené des concertations et on a discuté de cet observatoire depuis un peu moins d'un an maintenant, et on a tenu une première réunion de retour d'expérience avec un certain nombre d'acteurs en fin de semaine dernière, le 2 février, avec l'objectif donc de partager les constats les constats statistiques finalement que je vais également partager avec vous aujourd'hui qui sont issus de cet observatoire, et puis également de faire le point sur les difficultés rencontrées par les acteurs pour la mise en œuvre de la RE 2020 ou l'absence de difficultés, le cas échéant évidemment. Et par ailleurs, on a ouvert une grande concertation écrite, en plus de la concertation qu'on mène via des réunions, pour l'ensemble des acteurs pour qu'ils soient en mesure de nous faire parvenir leurs commentaires sur la mise en œuvre de la RE 2020. Et donc là, je vous ai mis en bas de slide l'adresse mail à laquelle vous aussi, si vous souhaitez contribuer à cette concertation, vous pouvez adresser au ministère vos remarques sur la mise en œuvre de la RE 2020. Et évidemment, plus vos remarques sont étayées et plus vous nous faites part de manière précise des difficultés éventuelles que vous pouvez rencontrer, meilleure sera la prise en compte qu'on pourra en faire. On peut dire, Antoine, que c'est en lien avec la clause de revoyure qui avait été prévue aussi aux différents acteurs, puisque… Voilà, donc on a ouvert cette grande concertation, ce grand retour d'expérience, et on est en attente de contribution effectivement. Sur la RE 1, donc un certain nombre de chiffres issus de l'observatoire. Donc on a presque 260 000 attestations au permis de construire qui ont été déposées sur des bâtiments selon la RE 2020. Bon, après, il faut le temps, évidemment, entre le permis de construire et l'achèvement des travaux, il y a un certain temps. C'est pour ça aussi que c'était difficile pour nous de faire un premier retour d'expérience de la RE 2020 avant aujourd'hui. On a à peu près 11 000 bâtiments qui ont fait leur déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Donc là, vraiment l'achèvement des travaux. Mais bon, c'est encore tôt pour tirer des enseignements très généraux, notamment pour certaines typologies de bâtiments. Typiquement sur les bureaux, on n'en a que 65, donc c'est vraiment trop peu. Les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire, c'est encore très marginal en termes de bâtiments qui ont terminé les travaux. Et donc, là, je vais vous présenter sur les bâtiments d'habitation, les maisons et les logements collectifs, les premiers enseignements qu'on peut tirer issus de l'observatoire. Donc le BBio, c'est le besoin bioclimatique, c'est ce qui caractérise finalement l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est la performance de l'enveloppe, pour dire ça de manière simple. On a des exigences au titre de la RE 2020 sur le BBio, et en fait là, ce qui vous est présenté, en haut à droite, c'est sur les maisons individuelles, en bas à gauche, c'est sur les logements collectifs, et les histogrammes sont séparés en fonction des zones climatiques. Vous savez que la France, en fonction des zones climatiques, est séparée en 6 zones, mais à la limite, peu importe. Le graphe vous donne… la colonne de gauche, c'est ceux qui sont entre 0 et 10%
de mieux que l'objectif réglementaire, étant donné qu'évidemment, il faut que tout le monde respecte l'objectif réglementaire à minima. Après, il y en a qui sont entre 10 et 15%, donc qui respectent encore plus. Certains entre 15 et 20%, certains entre 20 et 25%, et pour les plus performants, un BBio qui est meilleur de 25% par rapport au seuil réglementaire. Et donc, on constate que dans toutes les zones climatiques, eh bien, il est possible d'atteindre des performances qui sont quand même meilleures, significativement meilleures que les exigences réglementaires, puisque un certain nombre de projets sortent avec un BBio qui est meilleur de 25% par rapport au seuil réglementaire. Et on constate, le premier retour qui restera confirmé, c'est que dans les zones chaudes, notamment la zone H3, donc le sud-est de la France, ça semble plus aisé d'atteindre des niveaux très très performants de BBio. Et pour les logements collectifs, également, l'atteinte de la performance ne pose pas de difficulté sur le seuil réglementaire, et même les acteurs arrivent à aller un petit peu au-delà. Tu voulais intervenir? Non, ce que je voulais dire, c'était qu'effectivement, on voit que c'est quand même ça semble un tout petit peu plus compliqué pour les maisons, ce qui est normal dû au manque de compacité, et un peu plus facile pour les immeubles collectifs qui bénéficient là au contraire de cet effet de compacité. Tout à fait. La consommation en énergie primaire non renouvelable, donc ça c'est la consommation maximum que vous pouvez avoir dans des bâtiments neufs qui ne soient pas renouvelables. C'est au même titre que la consommation en énergie primaire tout court, c'est un seuil réglementaire que tous les bâtiments neufs doivent respecter. Donc là c'est pareil, on voit qu'on arrive à aller pour un nombre important de bâtiments significativement au-delà de l'exigence réglementaire. Et alors là, c'est un peu l'inverse, en zone chaude, on constate que les gens sont plus, notamment pour les maisons individuelles, sont plus proches du seuil réglementaire entre 0 et 10%. Mais en tout cas, on ne constate pas forcément de grandes difficultés à respecter les seuils et dans un certain nombre de cas, à les dépasser, notamment dans certaines zones. Alors ça peut aussi être lié au fait que dans les maisons individuelles, la pompe à chaleur s'est beaucoup développée. Exactement. Et permet effectivement de respecter le CEPNR de manière beaucoup plus facile finalement. Voilà, et la transition est toute trouvée pour la slide d'après, puisqu'on va parler là des systèmes énergétiques installés dans les bâtiments. La pompe à chaleur en maison individuelle est vraiment devenue la norme en RE2020. Plus de 93% des maisons individuelles neuves sont équipées de pompes à chaleur. Ce qui est intéressant de noter, c'est pour les bâtiments d'habitation collective. En RT 2012, la référence quand même, on était à plus de 75% de mémoire, c'était le gaz. Là, le gaz descend à 44%. On constate quand même une bonne percée des pompes à chaleur, même si, par rapport notamment en RT 2012, là, elles étaient vraiment marginales. Là, sur les logements collectifs en RE2020, les pompes à chaleur montent à plus de 30%, 30-35% sur les bâtiments qui ont fait leur déclaration d'achèvement des travaux. Donc, on constate que ça devient un standard aussi. Le gaz reste présent également, mais en tout cas, la pompe à chaleur se développe fortement. Et puis, évidemment, les réseaux de chaleur, notamment pour les logements collectifs, sont vraiment très importants et vont se développer encore dans les années qui viennent. Alors là, j'ai peut-être un petit commentaire, Antoine, c'est le fait que, et notamment parce qu'il y a beaucoup d'industriels aujourd'hui à Energy Meeting, c'est qu'en immeuble collectif, pour les petits collectifs de moins de 20-30 logements, on a beaucoup de mal à trouver des solutions techniques où la pompe à chaleur collective n'est pas forcément la plus adaptée, et donc où il nous manque des solutions de pompe à chaleur monobloc intégrées sans unité extérieure pour une parfaite... donc c'est ce qui explique peut-être que le recours au gaz, en fait, soit encore massif sur notamment des petites typologies de logements. Et l'autre explication, c'est que le seuil 2022 de la RE2020 sur qu'on appelle l'IC énergie, donc les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie dans les bâtiments, permettait encore, à partir de 2022, l'utilisation du gaz exclusivement pour les logements collectifs, pas pour les maisons. Donc le gaz étant possible, c'est assez logique qu'on retrouve encore du gaz, mais c'est quand même vraiment très intéressant de voir que la pompe à chaleur se développe également dans les logements collectifs dans des proportions loin d'être négligeables. Pour le chaude sanitaire, pour les maisons, donc, c'est une répartition entre une pompe à chaleur pour une bonne moitié et puis un peu moins de la moitié des ballons thermodynamiques. Et pour les logements collectifs, on est évidemment, la partie chaudière reste importante, mais il y a également des pompes à chaleur et puis des ballons thermodynamiques également. Donc une répartition, enfin voilà, des solutions assez diversifiées pour le recours à l'eau chaude sanitaire dans les logements collectifs. Et puis on est vraiment sur une dualité entre ballons thermodynamiques et pompes à chaleur pour les maisons individuelles. L'IC énergie, donc là c'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, c'est les exigences réglementaires sur les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation énergétique des logements. Donc
Sur les maisons individuelles, il n'y aura pas d'évolution, sauf vraiment marginale, des cas très spécifiques, mais en 2025, 2028, etc. Pour les logements collectifs, comme je vous disais, le seuil 2022, c'est un seuil qui permet le recours à du gaz de manière exclusive. En 2025, le seuil ne le permet plus, c'est comme ça qu'il avait été conçu à l'époque, et on voit donc qu'il y a déjà quand même un nombre relativement important de bâtiments collectifs qui respectent les seuils 2025, puisqu'on voit, enfin ça dépend des zones, mais ça va de 30% à plus de 70% des bâtiments construits avec les seuils 2022 qui respectent les seuils 2025 en termes de décarbonation de l'énergie vraiment dans les bâtiments. Ce qui se retrouve d'ailleurs dans les presque la moitié finalement des systèmes énergétiques en pompe à chaleur dans le collectif. Tout à fait. Et donc Nathalie, je te passe la parole pour parler de conformité et de cycle de vie. Merci Antoine. Donc effectivement, le sujet du confort d'été. Alors j'ai un petit message quand même au préalable. Le calcul réglementaire reste un calcul qui est conventionnel, qui n'est pas prévisionnel. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'avec le réchauffement climatique, on peut se retrouver parfois avec des logements un petit peu inconfortables. Et d'où la révision du nouvel indicateur qui s'exprime désormais, le DH, qui veut dire donc les degrés heures. Et donc, ce qu'on voit sur ces deux graphiques, c'est des distorsions finalement en fonction des différentes zones climatiques, mais ce qui est normal. Là, c'est tout à fait logique puisqu'on n'a pas effectivement les mêmes températures, surtout en été. Ce qui est intéressant aussi, c'est de signaler que le confort d'été, il s'évalue bien en période caniculaire, puisque effectivement, le calcul, on a bien un fichier météo avec un été très chaud qui est prévu dedans. Et ici, ce qu'on voit également, eh bien, c'est que 25% des maisons et 20% des logements collectifs respectent le seuil bas, donc des 350 degrés heure, ce qui est plutôt positif, puisqu'effectivement, on voit qu'il y a quand même des efforts qui sont faits sur ce sujet qui est vraiment primordial, qui est le confort d'été. Voilà, donc un indicateur nouveau très important, évidemment, c'est la première réglementation qui prend en compte de manière obligatoire, je rappelle, les enjeux de confort d'été. Et le sujet absolument passionnant du IC Construction qui introduit donc la notion de carbone dans les bâtiments à travers la réalisation d'une analyse de cycle de vie, donc pour laquelle eh bien, on voit un petit peu les mêmes tendances que ce qu'Antoine a déjà présenté pour les indicateurs énergie, c'est-à-dire là aussi finalement une avance par rapport au seuil, une anticipation des seuils 2025, 2028 et même 2031, donc surtout d'ailleurs pour l'immeuble collectif, un tout petit peu moins pour la maison, ce qui peut toujours s'expliquer par le sujet de la compacité de la maison qui est moins bonne finalement que sur l'immeuble collectif. Et également sur l'immeuble collectif, je pense qu'une des explications, c'est peut-être aussi qu'il y a beaucoup de collectivités, d'aménageurs qui nous demandent, dont une qui dépend de la DHUP, les PAMARN, qui nous demandent d'aller très au-delà des seuils réglementaires et finalement s'avère être très moteur. Et on voit une petite surprise sur le niveau effectivement 2031 en zone H3 qu'il faudra peut-être creuser, oui, mais ça sera à regarder un petit peu plus en détail sur les raisons de cette... voilà. Voilà. À nouveau, quand même des conclusions plutôt encourageantes, notamment sur le seuil 2025 qui a l'air vraiment atteignable. Après 2028, on voit quand même que c'est nettement plus compliqué. Mais en tout cas, le seuil 2025 est aujourd'hui atteignable. Alors bon, toutes les statistiques qu'on vous a présentées, là je l'ai dit en introduction, mais je le rappelle quand même, sont issues des premiers chiffres, des premières remontées qu'on a dans l'Observatoire. Ça restera à confirmer, à compléter, parce que là on va avoir de plus en plus de projets qui vont sortir de terre. Donc voilà. Alors, il nous reste 1 minute, Antoine, donc je te propose effectivement qu'on parle des tertiaires spécifiques. Tertiaires spécifiques. Donc, voilà, vous dire qu'on a lancé en 2023, enfin, on avait déjà entamé avant, mais avec des bureaux d'études plutôt en cercle plus restreint, des travaux méthodologiques, etc. On a vraiment lancé en 2023 les concertations sur le tertiaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet très important. On a mis l'adresse mail en bas, enfin l'adresse internet en bas, où vous avez l'ensemble de la documentation que vous pouvez vous procurer si vous le souhaitez. Et on ambitionne de publier des premiers textes à l'été 2024 pour une entrée en vigueur l'année prochaine. Et Nathalie, je te laisse... Alors, bon, effectivement, il y a plusieurs typologies de bâtiments qui sont concernés par cette future publication. Donc, hôtels, restaurants, commerces, crèches
université, santé, gymnase, industrie, aérogare et médiathèque. Donc, petite nouveauté pour les médiathèques qui n'étaient pas soumises à la RT 2012, donc ça c'est plutôt positif. Donc des simulations qui sont en cours et même en finalisation, des réunions de concertation qui ont déjà eu lieu, notamment sur les crèches, les médiathèques, hôtels et restaurants. Des concertations qui sont imminentes pour université et commerce, donc plutôt très positive et qui peut effectivement laisser présager cette publication à l'été. Voilà, si tout se passe bien, et après il faudra voir si on arrive à publier pour tous les textes à l'été ou si ça sera en plusieurs fois, mais en tout cas on va essayer d'avancer relativement vite maintenant. Comme je crois qu'il faut qu'on... Ouais, on va peut-être passer, on peut passer là-dessus. Exactement, voilà. Peut-être juste finir sur Cap 2030, ouais, qui est quand même... Donc ça, c'est des travaux de long terme, comme je disais. Donc là, c'est le projet qu'on appelle Cap 2030, avec différents porteurs de projets qui sont rappelés ici, que je ne vais pas tous citer, mais qu'on remercie à nouveau de piloter ce sujet. L'objectif est vraiment d'établir un cadre commun de référence qui va nous permettre de parler un langage commun, qui va nous permettre de définir des modalités d'évaluation de la performance environnementale au-delà de ce que la RE21 prévoit, parce que la RE21, c'est énergie, carbone, confort d'été. Là, on va essayer d'aller au-delà, de définir un langage commun. Ça ne sera pas du réglementaire, mais ça nous permettra de parler la même langue et ensuite de pouvoir s'inspirer de ces travaux méthodologiques pour définir à l'avenir une nouvelle réglementation. Merci beaucoup parce que ça... On avait fini de toute façon, oui. presque. C'est bon, oui. Non, mais je vous interromps un tout petit peu parce qu'en fait, on a une superbe table ronde juste après sur Cap 2030. Donc, c'est pour ça. C'est parfait. Dans ce cas-là, on a fait l'introduction. Vous vouliez dire un non, je voulais juste peut-être conclure sur le fait que l'eau va peut-être être introduite dans la RE 2020. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important puisque on a des travaux en cours sur effectivement l'encadrement de la consommation en eau potable dans les bâtiments neufs avec différents leviers qui pourront être actionnés pour atteindre les objectifs. Alors, je crois que j'ai quelques questions de la... Alors, j'ai le temps vraiment d'une question. Monsieur, une petite question, très court s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Franco Vorca, président de la ICVF. Une remarque d'abord sur les présentations que vous faites. Vous parlez de 238 logements et vous en faites une analyse statistique quand on en construit 300 000. Je trouve que c'est un biais un peu étrange. Et en plus, vous créez une formule circulaire puisque les opérations qui sont en RE 2025, c'est évidemment parce qu'elles sont en Pinel Plus et que la fiscalité nous impose d'être en RE 2025. Donc vous constatez qu'on est bien en RE 2025 pour les opérations qui sont obligatoirement en RE 2025. Et ma question, elle est sur vos analyses. À aucun moment vous parlez d'argent, de surcoût, d'impact sur les coûts, sur les technologies. Je suis très étonné qu'on puisse faire une présentation de ce type aujourd'hui sans parler d'argent. Donc quelle est votre approche sur les impacts technico-financiers à venir de l'RE? Alors déjà, vous m'entendez? Bon, alors déjà les données qui remontent sur les bâtiments, vous m'entendez ou pas? Ouais. Les données qui remontent sur les bâtiments, c'est bien l'ensemble des déclarations, c'est pas seulement ceux qui sont sous Pinel+, c'est l'ensemble des déclarations d'achèvement qu'on a. Et donc de fait, on a des bâtiments qui arrivent à respecter les seuils 2025. Après, j'ai pas dit encore une fois que la base statistique était suffisamment étayée, suffisamment complète pour qu'on puisse en tirer des conclusions définitives. J'ai bien insisté là-dessus. Donc effectivement, c'est vrai, et il faudra qu'on se repose quand on aura aussi un peu plus de bâtiments. Et la deuxième question, pardon. Sur le coût. Ah oui, sur l'argent. Donc dans l'observatoire, on n'a pas les données de coût, ça c'est vrai, mais donc ça ne nous permet pas de faire des études statistiques au même titre que les autres indicateurs. Néanmoins, ça fait partie des choses qu'on regarde précisément et sur lesquelles on est en attente de la part de la filière d'avoir des remontées d'informations très précises. Après, il faut aussi voir que ces dernières années, il y a eu une inflation évidemment importante. Il ne faut pas non plus tout imputer à la RE 2020. Il y a aussi une inflation des coûts des matières premières qui est indépendante de la RE 2020. Donc après, ce qui est important, c'est de bien estimer la part relative à la RE 2020 et la part relative au contexte macroéconomique. Mais ça, évidemment, on est tout à fait ouvert à en discuter. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec Antoine. C'est qu'aujourd'hui, finalement, la part qui est imputable à la RE 2020, elle est assez marginale par rapport à tout ce qu'on a vécu comme contexte. Et que de toute façon, il faut qu'on aille vers ce chemin du bas carbone. Donc il faut aussi. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas regarder le sujet. Je suis d'accord. C'est un sujet qui, bien sûr, on regarde et sur lequel on en attente. Donc, à défaut d'avoir des données dans la base, on en attente d'informations de la part des acteurs. Merci à vous deux. Merci. C'est toujours un moment important pour Energy Meeting. Vous pouvez les applaudir d'avoir réussi à garder dans ce timing. J'avoue, j'ai pris 3 minutes de plus, mais je pense que c'était important
qu'on aille au bout de cette présentation. Merci donc beaucoup pour ce binôme. Nous allons désormais découvrir un premier retour d'expérience et je suis ravie d'accueillir à mes côtés Juliette Duscerisier, architecte chargée de projet chez ANMA, architecte urbaniste, et Lucille Leyer, architecte associée agence ILE. Voilà, on va découvrir ce 90 logements à la ZAC Fleuriaille 2 à Carquefou, donc concilier Passive House, écrin et bas carbone au profit de la qualité